Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres. Je vous propose la lecture de Sundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsirnian. Chapitre 14. Krina. Sundiata vint établir son camp à Dalaya, dans la vallée du Djoliba. C'était lui maintenant qui barrait la route du sud à Soumaoro Kanté. Sundiata et Soumaoro, jusque-là, s'étaient battus sans déclaration de guerre. On ne fait pas la guerre sans dire pourquoi on l'a fait. Ceux qui se battent doivent au préalable faire une déclaration des griefs, de même que le sorcier ne doit pas attaquer quelqu'un sans lui reprocher une mauvaise action. De même, un roi ne doit pas se battre sans dire pourquoi il prend les armes. Soumaoro s'avança jusqu'à Krina, près du village de Dalaya sur le Djoliba, et décida d'affirmer ses droits avant d'engager le combat. Soumaoro savait que Sundiata était aussi un sorcier. Au lieu d'envoyer une ambassade, il confia ses paroles à un de ses hiboux. L'oiseau de nuit vint se poser sur le toit de la tente de Diata et parla. Le fils de Sogolon, à son tour, envoya son hibou à Soumaoro. Voici le dialogue des rois sorciers. Arrête, jeune homme, je suis désormais roi du Mandingue. Si tu veux la paix, retourne d'où tu viens, dit Soumaoro. Je reviens, Soumaoro, pour reprendre mon royaume. Si tu veux la paix, tu dédommageras mes alliés et tu retourneras à Sosso, où tu es roi. Je suis roi du Mandingue par la force des armes, mes droits ont été établis par la conquête. Alors je vais t'enlever le Mandingue par la force des armes, je vais te chasser de mon royaume. Apprends donc que je suis l'igname sauvage des rochers, rien ne me fera sortir du Mandingue. Sache aussi que j'ai dans mon camp 7 maîtres, forgerons qui feront éclater les rochers, alors, igname, je te mangerai. Je suis le champignon vénéreux qui fait vomir l'intrépide. Moi, je suis un coq affamé. Le poison ne me fait rien. Sois sage, petit garçon. Tu te brûleras le pied, car je suis la cendre ardente. Moi, je suis la pluie qui éteint la cendre. Je suis le torrent impétueux qui t'emportera. Je suis le fromager puissant qui regarde de bien haut la cime des autres arbres. Moi, je suis la liane étouffante qui monte jusqu'à la cime du géant des forêts. Trêve de discussion, tu n'auras pas le Mandingue. Sache qu'il n'y a pas de place pour 2 rois sur une même peau. Soumaoro, tu me laisseras place. Eh bien, puisque tu veux la guerre, je vais te faire la guerre. Sache cependant que j'ai tué 9 rois dont les têtes ornent ma chambre. Ma foi, tant pis, ta tête prendra place auprès de celle des téméraires, tes semblables. Prépare-toi, Soumaoro, car le mal qui va s'abattre sur toi et les tiens ne finira pas de sitôt. Ainsi, Sundiata et Soumaoro en parlaient. Après la guerre des bouches, les sabres devaient donner les conclusions. Le fils de Sogolon était dans sa tente quand on vint lui annoncer l'arrivée de Fakoli, le neveu révolté de Soumaoro. Tous les hommes se mirent en armes, les chefs de guerre rangèrent leurs hommes. Quand tout fut en ordre dans le camp, Diata et les chefs mandinka reçurent Fakoli, suivi de ses guerriers. Devant Sundiata, Fakoli s'arrêta et parla ainsi. Je te salue, Sundiata, je suis Fakoli Koroma, le roi de la tribu de forgerons Koroma. Soumaoro est le frère de ma mère Cassia. J'ai pris les armes contre mon oncle, car Soumaoro m'a outragé. Sans craindre l'inceste, il a poussé l'impudence jusqu'à me ravir ma femme Kéléa. Toi, tu viens reconquérir le royaume de tes pères, tu combats Soumaoro, nous avons un même but et je viens me mettre sous tes ordres. Je t'apporte mes forgerons aux bras puissants, je t'apporte des sofas dont le cœur ignore la peur. Sundiata, mes hommes et moi sommes à toi. Balal Griot et Sundiata dit. Fakoli, viens prendre place parmi tes frères que l'injustice de Soumaoro a frappé. Viens, le justicier te rejoint dans son sein. En confiant ta cause au fils de Sogolon, tu ne pouvais mieux faire. Sundiata fit un signe que le griot avait bien parlé, mais il ajouta.
Je défends le faible, je défends l'innocent, Facoli. Tu as subi une injustice, je te rendrai justice, mais j'ai autour de moi mes lieutenants. Je voudrais savoir leur avis. Tous les chefs de guerre tombèrent d'accord. La cause de Facoli devenait la cause de Djata. Il fallait rendre justice à l'homme qui venait implorer justice. Ainsi, Sundiata reçut Facoli d'Aba. Facoli a la grande bouche parmi ses chefs de guerre. Sundiata voulait en finir avec Sumaoro avant l'hivernage. Il leva son camp et marcha sur Krina, où campait Sumaoro. Celui-ci comprit que le moment de la bataille décisive était venu. Sundiata disposa ses hommes sur la petite colline qui domine la plaine. La grande bataille était pour le lendemain. Le soir, pour remonter le courage des hommes, Djeta donna une grande fête. Il tenait à ce que ses hommes se réveillent contents le matin. On tua plusieurs bœufs. Ce soir-là, Balafaseke, devant toute l'armée, évoqua l'histoire du vieux mandingue. Il apostropha ainsi Sundiata, assis au milieu de ses lieutenants. « C'est à toi maintenant que je m'adresse, Magnan Sundiata. Je te parle, roi du mandingue, toi vers qui accourent des rois dépossédés. Voici venir les temps que les génies t'ont prédits. Sundiata, les royaumes et les empires sont à l'image de l'homme. Comme lui, ils naissent, grandissent et disparaissent. Chaque souverain incarne un moment de cette vie. Jadis, les rois du Ouagadou ont étendu leur royaume sur tous les pays habités par l'homme noir, mais le cercle s'est fermé et les Ouagadou Cissé ne sont plus que de petits princes dans une terre désolée. Aujourd'hui, un autre royaume se dresse, puissant, le royaume Soso. Des rois humiliés ont porté leur tribut à Soso. L'arrogance de Sumaoro ne connaît plus de bornes. Sa cruauté est à la hauteur de son ambition. Mais Sumaoro dominera-t-il le monde? Sommes-nous condamnés, nous griots du mandingue, à transmettre aux générations futures les humiliations que le roi de Soso veut infliger au pays? Non, réjouissez-vous, enfants du clair pays, la royauté de Soso est d'hier. Seulement, celle du mandingue date du temps de Bilali. Chaque royaume a son enfance. Sumaoro veut devancer le temps. Soso va s'éventrer sous lui comme un cheval fatigué sous son cavalier. Toi, Magnan, tu es le mandingue. Comme toi, il a eu une enfance longue et difficile. 16 rois t'ont précédé sur le trône de Niani. 16 rois ont régné avec des fortunes diverses, mais de chefs de village, les Keita sont devenus chefs de tribu, puis rois. 16 générations ont affermi le pouvoir. Tu tiens au mandingue comme le fromager tient au sol par ses racines puissantes et profondes. Pour affronter la tempête, il faut à l'arbre des racines longues, des tronches noueuses. Magnan Sundiata, l'arbre n'a-t-il pas grandi? Sache, fils de Sogolon, qu'il n'y a pas de place pour deux rois autour d'une même calebasse de riz. Quand un coq étranger arrive à la basse-cour, le vieux coq lui cherche querelle et les poules dociles attendent que le nouveau venu s'impose ou s'incline. Tu es venu au mandingue, eh bien, impose-toi. La force se fait sa propre loi et le pouvoir ne souffre aucun partage. Mais écoute ce que tes ancêtres ont fait afin que tu saches ce que tu as à faire. Bilali, le deuxième de ce nom, a conquis le vieux mandingue. Latal Kalibi a conquis le pays entre Djoliba et Sankarani. Laïbi Taloul Kalabi, d'illustre mémoire, en allant à la Mecque, a attiré sur le mandingue la bénédiction divine. Mamadi Kani, des chasseurs, a fait des guerriers. Il a donné la force armée au mandingue. Son fils Bamarin Toniokelin, le roi vindicatif avec cette armée, a fait craindre le mandingue. Magnan Konfata dit Naré Magnan, à qui tu dois le jour, partout dans le mandingue a fait régner la paix et les mères heureuses ont donné au mandingue une jeunesse nombreuse. Tu es le fils de Naré Magnan, mais tu es aussi le fils de ta mère Sogolon, la femme bœuf devant qui les sorciers impuissants reculent de frayeur. Tu as la force et la majesté du lion, tu as la puissance du bœuf.
Je t'ai dit ce que les générations futures apprendront sur tes ancêtres, mais que pourrons-nous raconter à nos fils, afin que ta mémoire reste vivante? Qu'aurons-nous à enseigner de toi à nos fils? Quel exploit sans précédent? Quelle action inouïe? Par quel coup d'éclat nos fils regretteront-ils de n'avoir pas vécu au temps de Sundiata? Les griots sont des hommes de la parole. Par la parole, nous donnons vie aux gestes des rois, mais la parole n'est que parole. La puissance réside dans l'action. Sois homme d'action. Ne me réponds plus par ta bouche. Demain, montre-moi dans la plaine de Krina ce que tu veux que je raconte aux générations à venir. Demain, permets-moi de chanter l'air du vautour sur les corps des milliers de sosos que ton sabre aura couché avant le soir. C'était à la veille de Krina. Ainsi, Bala Faseke rappela à Sundiata l'histoire du mandingue pour qu'il se montre le matin digne de ses ancêtres. Au point du jour, Fakoli vint réveiller Diata pour lui dire que Sumaoro avait commencé à sortir ses sofas de Krina. Le fils de Sogolon parut habillé en roi chasseur. Il portait un pantalon collant de couleur ocre. Il donna ordre de disposer les sofas en travers de la plaine. Pendant que les chefs s'affairaient, Mandimbori et Nanatriban entrèrent sous la tente de Diata. « Frère, dit Mandimbori, as-tu préparé l'arc ?»« Oui, répondit Diata, regarde. » Il décrocha son arc du mur qui est la flèche fatale. Ce n'est point une flèche de fer, c'est du bois avec au bout un ergot de coq blanc. L'ergot de coq était le tana de Sumaoro, secret que Nanatriban avait su arracher au roi de Soso. « Frère, dit Nanatriban, Sumaoro sait maintenant que je me suis enfoui de Soso. Tâche de l'approcher, car il te fuira tout au long de la bataille. » Ces paroles de Nanatriban laissèrent Diata inquiet, mais Bala Faseke, qui venait de rentrer sous la tente, dit à Sundiata que le devin avait vu en songe la fin de Sumaoro. Le soleil s'était levé de l'autre côté du fleuve et éclairait déjà toute la plaine. Les troupes de Sundiata se déployaient à travers de la plaine depuis le fleuve. Mais l'armée de Sumaoro était si nombreuse que d'autres sofas restés à Krina étaient montés sur les remparts pour voir la bataille. Déjà, on remarquait de loin Sumaoro à sa haute coiffure. Les ailes de son immense armée touchaient le fleuve d'une part et les collines de l'autre. Comme un Nege Boria, Sundiata ne déploya pas toutes ses forces. Les archers de Ouagadou et de Djalonke se tenaient en arrière, prêts à déborder sur la gauche vers les collines à mesure que le combat se généraliserait. Fakoli Koroma et Kamandjan étaient en première ligne avec Sundiata et sa cavalerie. Sundiata, de sa puissante voix, cria « Hanyewa !» L'ordre fut répété de tribu en tribu et l'armée se mit en marche. Sumaoro se tenait à droite avec sa cavalerie. Diata et sa cavalerie chargèrent avec fougue. Ils furent arrêtés par les cavaliers de Djangan et une lutte à mort s'engagea. Tabanwana et les archers de Ouagadou déployèrent leurs rangs vers les collines. La bataille se généralisa dans toute la plaine, tandis qu'un soleil implacable montait dans le ciel. Les chevaux de Mema sont d'une agilité extraordinaire. Ils s'élançaient, les pattes de devant levées et fondaient sur les cavaliers Djanganka qui roulaient par terre, meurtris sous les sabots des chevaux. Bientôt, ceux de Djangan lâchèrent pied et se replièrent précipitamment vers l'arrière. Le centre ennemi était rompu. C'est alors que Mandimbori arriva à bride abattue pour annoncer à Sundiata que Sumaoro, ayant fait donner toute sa réserve, s'était abattu sur Fakoli et ses forgerons. Visiblement, Sumaoro tenait à châtier son neveu. Déjà accablés sous le nombre, les hommes de Fakoli commençaient à céder du terrain. La bataille n'était pas encore gagnée. Les yeux rouges de colère, Sundiata entraîna sa cavalerie vers la gauche du côté des collines, où Fakoli supportait vaillamment les coups de son oncle. Mais partout où passait le fils du bœuf, la mort se réjouissait. La présence de Sundiata rétablit un moment l'équilibre. Cependant, les sofas de Soso étaient trop nombreux. Le fils de Sogolon cherchait Sumaoro.
Il l'aperçut au milieu de la mêlée. Sundiata frappait à droite et à gauche. Les Soso s'écartaient sur son passage. Le roi de Soso, qui ne voulait pas se laisser approcher, se replia loin derrière ses hommes, mais Sundiata le suivait des yeux. Il s'arrêta et tendit son arc. La flèche partit, elle toucha Sumaoro à l'épaule. L'ergot de coq ne fit que l'égratigner, mais l'effet fut immédiat et Sumaoro sentit ses forces l'abandonner. Ses regards rencontrèrent ceux de Sundiata, tremblant maintenant comme un homme saisi par la fièvre. Le vaincu leva les yeux vers le soleil, vit passer au-dessus de la mêlée un grand oiseau noir, et il comprit. C'était l'oiseau du malheur. L'oiseau de Krina, murmura-t-il. Le roi de Soso poussa un grand cri, et tournant la bride, il s'enfuit. Les Soso virent le roi et ils s'enfuirent à leur tour. Ce fut la déroute, la mort planait sur la grande plaine, le sang coulait par mille plaies. Qui peut dire combien de Soso ont trouvé la mort à Krina? La déroute était complète. Sundiata se lança alors à la poursuite de Sumaoro. Le soleil était au milieu de sa course. Fakoli avait rejoint Diata et tous deux chevauchaient à la poursuite des fugitifs. Sumaoro avait beaucoup d'avance. Quittant la plaine, le roi de Soso s'était lancé à travers la brousse sèche, suivi par son fils Bala et quelques chefs Soso. Quand la nuit tomba, Sundiata et Fakoli s'arrêtèrent à un hameau. Ils prirent un peu de repos et de nourriture. Aucun des habitants n'avait vu Sumaoro. Sundiata et Fakoli reprirent la poursuite dès qu'ils furent rejoints par quelques cavaliers de Mema. Ils galopèrent toute la nuit. Au point du jour, Diata apprit de quelques paysans que des cavaliers étaient passés quand il faisait encore noir. Le roi de Soso fuyait toutes les agglomérations. Il savait que les habitants, le voyant en fuite, n'hésiteraient plus à se saisir de lui pour entrer dans les bonnes grâces du nouveau maître. Sumaoro n'était plus suivi que par son fils Bala. Après avoir changé de monture au point du jour, le roi de Soso galopait toujours vers le nord. Sundiata trouvait difficile la trace des fugitifs. Fakoli était aussi décidé que Dieta, il connaissait davantage ce pays. De ces deux hommes, il était difficile de savoir qui nourrissait le plus de haine contre Sumaoro. L'un vengeait son pays humilié, l'autre était poussé par l'amour d'une femme. À midi, les chevaux de Sundiata et de Fakoli étaient à bout de souffle. Les poursuivants s'arrêtèrent à Bankumana. Ils prirent un peu de nourriture. Diata apprit que Sumaoro se dirigeait vers Kulikoro. Il ne s'était donné que le temps de changer de monture. Sundiata et Fakoli repartirent aussitôt. Fakoli dit « Pour aller à Kulikoro, je connais un raccourci, mais c'est une piste difficile. Nos chevaux seront fatigués. »« Allons-y, fit Diata. » Ils se jetèrent sur une piste difficile ravinée, coupant à travers champs. Ils allaient maintenant à travers la brousse. Pointant un doigt devant lui, Fakoli dit « Regarde là-bas, les collines qui annoncent Kulikoro. Nous avons gagné du temps. »« Tant mieux, fit simplement Diata. » Cependant, les chevaux étaient fatigués. Ils allaient moins vite et décollaient péniblement leurs sabots de terre. Comme aucun village n'était en vue, Diata et Fakoli mirent pied à terre pour laisser souffler les montures. Fakoli, qui avait en selle un petit sac de mil, leur donna à manger. Les deux hommes se reposèrent sous un arbre. Fakoli disait même que Sumaoro, qui avait emprunté une route aisée mais longue, n'arriverait qu'à la nuit tombante à Kulikoro. Il parlait en homme qui avait chevauché à travers tout le pays. Ils reprirent leur course et gravirent bientôt les collines. Arrivés au sommet, ils aperçurent deux cavaliers au fond de la vallée qui se dirigeaient vers la montagne. « Les voilà !» cria Diata. Le soir tombait, les rayons du soleil effleuraient déjà le sommet de la montagne de Kulikoro. Quand Sumaoro et son fils virent deux cavaliers derrière eux, ils coupèrent court et commencèrent à gravir la montagne. Le roi de Soso et son fils Bala semblaient avoir des chevaux plus frais. Diata et Fakoli redoublaient d'efforts. Les fugitifs étaient à portée de lance. Diata leur cria « Arrêtez, arrêtez-vous » Comme Diata Fakoli voulait prendre Sumaoro vivant, l'époux de Keyela fit un crochet et déborda Sumaoro à droite. Il fit faire un bond à son cheval et il allait mettre la main sur son ancle, mais celui-ci échappa par un brusque détour.
Dans son élan, Fakoli buta sur Bala et tous deux roulèrent à terre. Fakoli se releva et saisit son cousin, tandis que Sundiata, lançant sa pique de toutes ses forces, fit s'écrouler le cheval de Sumaoro. Le vieux roi se releva et la course à pied commença. Sumaoro était un vigoureux vieillard. Il escaladait la montagne avec beaucoup d'agilité. Diata ne voulait ni le blesser ni le tuer. Il voulait le prendre vif. Le soleil venait de disparaître complètement. Par 2 fois, le roi de Soso échappa à Diata. Sumaoro, arrivé au sommet de Kulikoro, dévala la pente suivie par Diata. À droite, il vit la grotte béante de Kulikoro. Sans hésiter, il entra dans la grotte noire. Sundiata s'arrêta devant la grotte. À ce moment arriva Fakoli. Il venait de lier les mains à Sosobala, son cousin. « Là, fit Sundiata, il est entré dans la grotte. »« Mais elle communique avec le fleuve, dit Fakoli. » On entendit des pas de chevaux, c'était un détachement de cavaliers de Mema. Aussitôt, le fils de Sogolan en envoya quelques-uns vers le fleuve et fit garder toute la montagne. La nuit était complète. Sundiata entra à Kulikoro avec Fakoli. Là, il attendit le reste de l'armée. La victoire de Krina fut éclatante. Les débris de l'armée de Sumaoro allèrent s'enfermer dans Soso, mais c'en était fait de l'empire Soso. De partout, les rois envoyaient leur soumission à Sundiata. Le roi de Guidimacan envoya à Diata une riche ambassade. En même temps, il donnait sa fille en mariage aux vainqueurs. Les ambassades affluaient à Kulikoro, mais quand Diata fut rejoint par toute l'armée, il marcha sur Soso, la ville de Sumaoro. Soso, la ville imprenable, la ville des forgerons, habile à manier la langue. En l'absence du roi et de son fils, Numankeba, un chef de tribu, dirigea la défense de la ville. Rapidement, il y avait entassé tout ce qu'il put trouver comme vivre dans la campagne environnante. Soso était une ville superbe. Elle dressait dans la campagne son triple rempart aux tours effrayants. La ville comptait 188 places fortes. Le palais de Sumaoro se dressait telle une tour géante au-dessus de toute la ville. Soso n'avait qu'une porte gigantesque en fer, œuvre des fils du feu. Numankeba espérait fixer Sundiata devant Soso. Il avait suffisamment de vivres pour tenir pendant 1 an. Le soleil commençait à disparaître lorsque Sogolan Diata parut devant Soso, la superbe. Diata et son état-major du haut d'une colline contemplèrent la formidable ville du roi sorcier. L'armée campa dans la plaine en face de la grande porte de la ville et les feux s'allumèrent dans le camp. Diata voulait prendre Soso en une matinée. Il fit manger double ration à ses hommes et les tam-tams rugirent toute la nuit pour exciter les vainqueurs de Krina. Au point du jour, les tours des remparts noirs de Sofa, d'autres étaient placés sur les remparts même, c'étaient des archers. Les Maninka sont maîtres dans l'art d'enlever une ville, Sundiata plaçant en première ligne les Sofas du Mandingue. Ceux qui tenaient les échelles étaient sur le second rang, protégés par les boucliers des lanciers. Le gros de l'armée devait attaquer la porte de la ville. Quand tout fut prêt, Diata donna l'ordre d'attaquer. Les tambours retentirent, les corps sonnèrent et telle une marée, la première ligne mandingue s'ébranla en poussant des grands cris. Les boucliers levés au-dessus de la tête, les Maninka avancèrent jusqu'au pied du mur, alors les Soso commencèrent à faire pleuvoir de grosses pierres sur les assaillants. À l'arrière, les archers de Ouagadou lançaient des flèches vers les remparts. L'attaque se généralisa, la ville était attaquée sur tous les points. Sundiata avait une réserve terrible. C'étaient les archers que le roi des Bobos lui avait envoyés peu avant Krina. Les archers Bobos sont les meilleurs archers du monde. Genoux en terre, les archers lancèrent des flèches enflammées au-dessus des remparts. Dans les murs, les cases en paille prirent feu et la fumée monta en tourbillon. Les échelles étaient dressées contre l'enceinte. Les premiers Sofamanka étaient déjà à son fait. Les Soso, pris de panique en voyant la ville en feu, hésitèrent un instant. La tour monumentale surplombant la porte céda. Les forgerons de Fakoli s'en étaient rendus maîtres. Ils s'introduisirent dans la ville où les cris des femmes et des enfants achevaient d'affoler les Soso. Ils ouvrirent la porte
au gros de l'armée. Alors commença le massacre. Des femmes et des enfants au milieu des Sosos en fuite imploraient la grâce des vainqueurs. Diatta et sa cavalerie étaient maintenant devant la formidable tour palais de Soumaoro. Numon-Keba, se sentant perdu, sortit pour combattre. Le sabre levé, il fonça sur Diatta, mais celui-ci l'esquiva et rattrapant le bras armé du Soso, il le fit agenouiller tandis que le sabre tombait. Il ne le tua point. Il le remit entre les mains de Mandimbori. Le palais de Soumaoro était maintenant à la merci de Sundiata. Pendant que partout les Sosos imploraient quartier, Sundiata, précédé par Bala Faseke, entra dans la tour de Soumaoro. Le griot connaissait le palais de sa captivité dans ses moindres recoins. Il conduisit Sundiata à la chambre magique de Soumaoro. Quand Bala Faseke ouvrit la porte de la chambre, celle-ci avait changé d'aspect depuis que Soumaoro avait été touché par la flèche fatale. Les habitants de sa chambre avaient perdu toute force. Le serpent de la jarre agonisait. Les hiboux du perchoir se débattaient lamentablement par terre. Tout se mourait dans la maison du sorcier. C'en était fait de la puissance de Soumaoro. Sundiata fit descendre tous les fétiches de Soumaoro. Devant le palais, on rassembla toutes les femmes de Soumaoro, toutes des princesses enlevées de force à leur famille. Les captifs, mains liées au dos, étaient déjà rassemblés. Ainsi qu'il l'avait voulu, Sundiata avait pris Soso en une matinée. Quand tout fut hors de la ville, quand on eut sorti tout ce qu'il y avait à prendre, Sundiata donna l'ordre d'en achever la destruction. On mit le feu aux dernières maisons. Les prisonniers furent employés à la destruction des murailles. Ainsi, comme le voulait Diatta, Soso fut détruite jusqu'à ses fondements. Oui, Soso fut rasée. Elle a disparu, la ville orgueilleuse de Soumaoro. Une affreuse solitude règne sur les lieux où des rois venaient s'humilier devant le roi sorcier. Les traces des cases a disparu. Du palais aux 7 étages de Soumaoro, il ne reste plus rien. Champ de désolation, Soso est maintenant le lieu où les perdreaux et les plantades viennent s'ébrouer. Depuis que ces lieux ont perdu leurs habitants, plusieurs années se sont écoulées, plusieurs fois des lunes ont traversé le ciel. Le Bérouin, l'arbre de la désolation, étend ses broussailles épineuses et pousse insolemment dans la capitale de Soumaoro. Soso, l'orgueilleuse, n'est qu'un souvenir qui ne servit que dans la bouche des griots. Les hyènes y viennent pleurer la nuit, les lièvres et les biches viennent brouter sur l'emplacement du palais de Soumaoro, le roi qui portait des vêtements de peau humaine. Soso a disparu de la terre et c'est Sundiata, le fils du buffle, qui a rendu ces lieux à la solitude. Après la destruction de la capitale de Soumaoro, le monde ne connaissait plus d'autre maître que Sogolon-Diatta. Chapitre 15. L'Empire. Tandis que Soso succombait sous la pioche de ses propres fils, Sundiata marchait sur Diagan. Le roi de Diagan avait été l'allié le plus redoutable de Soumaoro. Après Krina, il était encore resté fidèle à la cause de Soumaoro. Il s'était enfermé dans sa ville, fier de sa cavalerie. Mais comme un ouragan, Diatta s'abattit sur Diagan, la ville des marabouts. Comme Soso, Diagan fut prise en une matinée. Sundiata fit raser la tête à tous les jeunes gens et en fit des sofas. Sundiata avait divisé son armée en 3 corps. Le premier, sous les ordres de Fakoli Koroma, guerroyait dans le Bambougou. Le second, sous l'ordre de Franck Amara et composé de ses forgerons, guerroyait dans les montagnes du Fouta. Sundiata et le gros de l'armée marchèrent sur Kita, la grande ville. Kita Mansa était un roi puissant. Il était sous la protection des génies de la grande montagne qui domine la ville de Kita, Kita-Koudron. Au milieu de la montagne, il y avait une petite mare aux eaux magiques, qui arrivait jusqu'à cette mare et buvait de son eau, devenait puissant. Mais les génies de la mare étaient très méchants. Seul le roi de Kita avait accès à la mare mystérieuse.
Sundiata campa à l'est de Kita et demanda au roi sa soumission. Fier de la protection des génies de la montagne, Kita Mansa répondit avec arrogance à Jata. Le fils de Sogolon avait dans ses armées des devins infaillibles. Sur leur conseil, Sundiata invoqua des génies de Kitakuru. Il leur émola 100 bœufs blancs, 100 béliers blancs, 100 coqs blancs. Tous les coqs expirèrent sur le dos face au ciel. Les génies avaient répondu favorablement. Alors, Sundiata n'hésita plus. Dès le matin, il donna le signal de l'attaque. Les sofas à l'assaut chantaient l'hymne à l'arc. Balafaseke, habillé en griot, chevauchait à côté de Jata. Au premier assaut, la porte céda. Il n'y eut point de massacre. Hommes, femmes et enfants, tout fut épargné, mais Kita Mansa avait été tué devant son palais. Sundiata lui fit des funérailles royales. Sundiata ne fit aucun prisonnier à Kita. Les habitants, c'étaient des camarades, devinrent ses alliés. Dès le lendemain, Sundiata voulut se rendre dans la montagne pour sacrifier au génie et les remercier de sa victoire sur Kita. Toute l'armée le suivait. La montagne de Kita est raide comme un mur. Sundiata voulait en faire le tour pour recevoir la soumission des nombreux villages situés au pied de Kitakuru. À Budofu, village des Kamara, il eut une grande fraternisation entre les tribus de Kamanja et les habitants. On dansa et on mangea autour de la pierre sacrée de Budofu. Aujourd'hui encore, les Kamara sacrifient à ce rocher, mais seulement les Kamara qui ont su respecter le dieu des ancêtres. Le soir, l'armée campa à Kuronkoto, sur le côté de la montagne opposée à Kita. Jata fut bien accueilli par le roi Mansa Kuru. Là, plusieurs tribus fraternisèrent. Au point du jour, Sundiata, suivi de Balafaseke et de quelques membres de la tribu royale du Mandingue, se rendit au pied d'un grand rocher. Il sacrifia 100 coqs blancs au génie de la montagne. Puis Jata, accompagné par Balafaseke seulement, alla à la recherche de la mare. Il la trouva au milieu de la montagne. Il s'agenouilla au bord de l'eau et dit « Génie de l'eau, ô maître du Mogoyaji, maître de l'eau magique, je t'ai sacrifié 100 taureaux, je t'ai sacrifié 100 béliers, je t'ai sacrifié 100 coqs. Tu m'as donné la victoire, mais je n'ai pas détruit Kita. Je viens, successeur de Kita Mansa, boire l'eau magique de Mogoyajigi. » Il puisa de l'eau dans ses deux mains et but. Il trouva l'eau bonne et il en but 3 fois, puis il se lava le visage. Quand Jata revint parmi ses hommes, ses yeux avaient un éclat insoutenable. Il rayonnait tel un astre. Le Mogoyaji l'avait transfiguré. De Krukotok, Sundiata rentra à Kita. Le voyage autour de la montagne avait duré 2 jours. À Kita, il trouva des délégations de royaumes vaincus par Fakoli et Tabonwana. Le roi du Mandingue séjourna quelque temps à Kita. Il allait souvent à la chasse avec ses frères Mandimbori et Sibi Kamanja. Les gens de Kita ne chassaient jamais le gibier de la montagne par crainte des génies. Sundiata, lui, chassait dans la montagne car il était devenu l'élu des génies. Simbon, dès son jeune âge, il était suffisamment versé dans l'art de Sané ni Kondolo. Ses compagnons et lui se baignaient dans une source de la montagne. Les gens de Kita connaissaient encore cette source et l'entourent de beaucoup de vénération. De Kita, Sundiata et sa grande armée se dirigèrent vers Do, le pays de sa mère Sogolon. À Do, Sundiata fut reçu comme l'oncle reçoit son neveu. Jata et Balafaseke se rendirent dans la célèbre plaine de Orantamba. Un membre de la tribu des Traoré les accompagnait. Les habitants de Do avaient élevé un grand tertre à la place où le bœuf avait expiré. Sundiata sacrifia sur le tertre un coq blanc. Quand le coq eut expiré sur le dos, un grand tourbillon se leva et arracha des arbres en se dirigeant vers l'ouest. « Regarde, dit Balafaseke, le tourbillon va vers le Mandingue. Oui, il est temps d'y retourner. » De Do, Sundiata envoya une riche ambassade à Mema, chargée de riches présents. Ainsi, il s'inquiétait de la dette contractée. L'ambassade fit savoir au roi que les Sissi Tunkara et les Keita seraient alliés à jamais.
C'est de dos que Sundiata ordonna à tous ses généraux de se rencontrer à Kaba, sur le Djoliba, dans le pays du roi de Sibi. Fakoli avait achevé ses conquêtes, le roi de Tabon avait soumis les montagnards du Fouta, les armes de Sundiata avaient soumis tous les pays de la savane, depuis le Ouagadou au nord jusqu'au Mandingue au sud, depuis Mena à l'est jusqu'à Fouta à l'ouest. Tout le pays avait reconnu l'autorité de Sundiata. L'armée de Djata suivit la vallée du Djoliba pour se rendre à Kaba. Merci pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. À très bientôt. Bye bye.